appelons un véritable plan national et européen contre le trafic de drogue, tribunes et réflexions qui viennent nourrir notre commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic. Avant d'aller plus loin, je vais, comme il est de rigueur devant une commission d'enquête parlementaire, procéder à la prestation de serment. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vais donc vous inviter, et vous pouvez le faire en même temps, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Alors, merci Monsieur Piolle. Peut-être je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune et chacun. Et puis après, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de faire un déroulé liminaire et ensuite on procédera à l'exercice des questions-réponses. Je vous laisse vous présenter, messieurs et dames. Bonjour, Nathalie Appéré, de Rennes, présidente de Rennes et secrétaire générale de France Urbaine. Bonjour, Éric Piolle, maire de Grenoble et deuxième vice-président de France Urbaine. Monsieur Niel. Oui, bonjour, Hervé Niel, représentant Monsieur Grosdidier, maire de Metz et adjoint en charge de la tranquillité publique. Merci. Bah, écoutez, je vous donne la parole et puis ensuite le rapporteur prendra le relais à l'issue de votre exposé liminaire. Allez-y. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, merci beaucoup de nous avoir proposé cette audition devant votre commission d'enquête. Comme vous l'avez dit, France Urbaine a été à l'origine d'une tribune signée par une cinquantaine de maires et élus locaux de grandes villes dans la diversité de nos appartenances politiques, de nos points de vue, une tribune un peu inédite au regard de constats partagés et d'une inquiétude commune sur les questions de narcotrafic. Alors, au regard des questions que vous avez bien voulu nous adresser, on vous propose une présentation dans un premier temps à deux voix avec Éric Piolle. Je me concentrerai plutôt rapidement sur la question des constats partagés et Éric Piolle évoquera les pistes de réflexion issues des travaux de la commission sécurité de France Urbaine. Sur les constats partagés, je pense que nos formulations ne vous surprendront pas au regard des travaux que vous avez menés. Si nous avons souhaité ensemble alerter en septembre dernier sur le caractère extrêmement préoccupant de l'explosion du narcotrafic dans nos villes, c'est que nous faisons tous le constat, et particulièrement depuis l'après-Covid, avec manifestement des choses qui se sont accélérées à ce moment-là, d'un narcotrafic qui est à la fois de plus en plus important, de plus en plus visible, de plus en plus décomplexé dans ses méthodes, de plus en plus violent et qui, nous le disons tous dans nos villes et dans la diversité de nos territoires, gangrène de plus en plus de quartiers, mettent des habitants dans des conditions de vie qui peuvent devenir totalement insupportables à proximité des points de deal et mettre ces habitants dans une exigence vis-à-vis des institutions, et y compris des maires que nous sommes, quant à leur qualité de vie et aux conditions de leur sécurité. Donc quand on dit de plus en plus présent, de plus en plus violent, je ne vous citerai pas ce que sont notamment les effets en termes de faits d'homicide qui ont déjà été portés évidemment à votre connaissance, mais 315 faits d'homicide en zone police, soit une augmentation de 57% entre 2022 et 2023. Nous considérons que ça a une signification particulière, l'impression partagée d'être passé de quelques points de deal identifiés à des quartiers entiers, le cas échéant sous emprise, avec des manifestations à la fois sur l'espace public, l'occupation abusive de l'espace public, l'appropriation de l'espace public, la mise sous pression des habitants dans l'espace public, mais aussi sur des espaces privés. Je
pense en particulier aux halls d'immeubles, aux parkings, qui sont de fait des espaces de plus en plus utilisés. Sur la modification du deal ou de la manière dont il est exercé, ce que nous notons aussi en commun, c'est le profil des trafiquants, avec dans chacune de nos villes des constats faits par les autorités de police sur des trafiquants de plus en plus jeunes et singulièrement des mineurs, et de plus en plus aussi étrangers au territoire, avec notamment des filières organisées qui font venir par les moyens divers de transport et de mobilité des jeunes qui n'ont pas de lien particulier ni avec la ville ni avec le quartier et qui de ce fait sont, je dirais, beaucoup plus difficiles à appréhender, y compris dans une logique non seulement d'interpellation par les forces de l'ordre, mais aussi, le cas échéant, dans un travail que nous pouvons être amenés à faire de prévention vis-à-vis de l'entrée dans le trafic. Ce profil est beaucoup plus compliqué à cerner. Donc ça, c'est sur le volet trafic. Sur les consommations elles-mêmes, le constat aussi partagé par les maires membres de notre association d'une très grande diversité des produits. Très concrètement, celles et ceux qui étaient essentiellement confrontés à du trafic de cannabis, voire de cocaïne, voient aujourd'hui sur la quasi-totalité des territoires l'émergence de produits aux effets sanitaires beaucoup plus durs. Le crack n'est pas uniquement un fléau parisien, le fentanyl non plus. Je ne parle pas de protoxyde d'azote ou de l'héroïne, en tout cas une diversité des produits, et de la même manière, en termes de santé publique, mais aussi de tranquillité publique, des addictions qui conduisent à des comportements d'individus sous substance de plus en plus incontrôlables et à la fois de plus en plus malades et de plus en plus menaçants. Si je prends le volet santé publique d'un côté et le volet tranquillité publique de l'autre, il est évident que les difficultés en termes de santé mentale et d'addiction sont aussi visibles dans les transports, dans l'espace public, avec notamment des individus qui peuvent être errants sur l'espace public et complètement hermétiques à toute approche rationnelle et ayant complètement perdu le sens commun des rapports sociaux, et tout le monde a en tête ce que peuvent être des situations comme celle-là, et quand une personne se présente nue dans une rame de métro avec des seringues à la main, on peut imaginer ce que ça produit sur les usagers des transports publics, et ça, y compris dans des villes qui n'y étaient pas confrontées. L'ensemble des collègues font remonter des situations de cette nature. Alors, sur notre rôle dans tout ça, puisque vous nous avez interrogé sur la manière dont nous concevions la place des maires, il est évident que d'une manière générale, nous sommes animateurs et fédérateurs de différentes politiques publiques qui participent d'un lien indirect dans la lutte contre le narcotrafic, avec bien évidemment des politiques de tranquillité publique, de prévention de la délinquance, de santé publique, de lutte contre les conduites addictives, de médiation, d'éducation, mais aussi d'aménagement. On travaille de plus en plus les uns et les autres sur la prévention situationnelle, sur la manière dont l'environnement urbain peut favoriser ou au contraire lutter contre le trafic, sur la rénovation urbaine de la même manière. Ça fait partie des éléments qui sont intégrés à nos politiques publiques,
à la fois sur le hard et sur le soft, sur l'aménagement de la ville en même temps que sur la gestion quotidienne. Nous sommes aussi animateurs des stratégies de prévention et de la délinquance et de sécurité, en situation de faire travailler ensemble les acteurs sur nos territoires. Et alors, je vous livre le constat de France Urbaine, et il y aurait sans doute des témoignages pour édulcorer, sinon pour contredire mes propos, mais d'une manière générale, le sentiment qui est le nôtre, c'est que les partenariats locaux fonctionnent bien, que notamment les liens avec la police nationale et la plupart du temps avec les autorités judiciaires et singulièrement les procureurs sont plutôt fluides. Nous avons des CLSPD qui se déclinent en de multiples lieux et instances de partenariat, y compris au plus près des quartiers, dans les GPO, les cellules de veille et d'une manière générale le partenariat local et l'envie de travailler ensemble sur ces questions est quasi systématiquement salué par les collègues maires, ce qui n'empêche pas de faire un certain nombre de constats. Pour autant, à la fois bien évidemment sur les moyens dédiés de la police nationale sur ces sujets, et on y reviendra sans doute, mais on ne vous cache pas que la perspective des JO, même si elle réjouit tout le monde, inquiète aussi sur la disponibilité des forces de l'ordre et des forces de police, singulièrement sur ces questions, pendant les mois ou l'année qui vient en réalité. Et puis au titre des questionnements qu'il peut y avoir également, ce sont les moyens de la police judiciaire, les moyens de l'enquête, la durée des procédures. Nous avons souvent des procureurs qui sont très impliqués. Ça n'empêche que la capacité à faire de la justice est souvent interrogée localement et d'abord et en premier lieu par les habitants, parce qu'on fait vivre nous aussi cette relation entre les différentes institutions et les habitants qui nous demandent des comptes et qui nous demandent des comptes légitimement sur la façon dont les institutions avancent au vu de ce qu'ils vivent. Et donc un partenariat local qui fonctionne. En revanche, une inexistence totale de liens et de lieux de travail entre nous et, pour faire court, les instances nationales ou le ministère de l'Intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que tel ou tel collègue ne va pas avoir à un moment donné un rendez-vous ou un travail avec le ministère de l'Intérieur. En revanche, sur la dimension institutionnelle, là où on a mis en place des partenariats de travail à France Urbaine avec beaucoup de ministres lorsqu'ils sont nommés, ou en tout cas de ministères, nous ne parvenons pas, pour le dire très directement, à avoir un travail satisfaisant avec le ministère de l'Intérieur, et nous ne comptons plus les courriers sans réponse, les propositions de travail. Nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de lieu qui permettrait véritablement de reconnaître les maires comme des interlocuteurs d'une politique de sécurité publique et de lutte contre le narcotrafic, quand bien même nous sommes clairs sur nos rôles et nos espaces. Il est évident que nous pouvons être en première ligne, et je viens sur les questions de police municipale. Nous sommes très attachés à ce que chaque maire ait la liberté de la doctrine d'emploi de sa police municipale, dans le respect des textes et de la loi. Certaines sont armées, d'autres ne le sont pas. Les prérogatives peuvent être différentes, les missions peuvent être différentes, mais bien sûr que la lutte directe contre le trafic de stupéfiants ou dans le cadre de procédures judiciaires avec de l'investigation, en aucune manière, ça ne peut relever de nos polices municipales. Elles peuvent concourir dans leur mission de tranquillité publique à la fois à la réappropriation de l'espace public, mais aussi à pouvoir, notamment dans la pénalisation des consommateurs, le cas échéant, en fonction des doctrines locales, intervenir.
Mais il nous semble que nous resterons, enfin, si nous voulons prendre toute notre part, nous avons évidemment la conviction et la certitude qu'elle restera résiduelle par rapport à des organisations nationales et européennes, mais Éric Piolle y reviendra. Voilà ce que sont peut-être les éléments de constat que nous pouvions partager de manière plus directe sur quelques questions que vous nous aviez adressées, notamment sur les phénomènes de corruption de basse intensité. Ça ne fait pas partie aujourd'hui des éléments qui remontent. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas de constat partagé sur ces sujets. Et par ailleurs, des inquiétudes qui émergent sur deux sujets directement liés et qu'il nous faut peut-être aborder, la question du narcoterrorisme. Un certain nombre de collègues se demandent jusqu'où peut aller la violence décomplexée, et à partir du moment où la vie humaine n'a plus de valeur ou de prix aux yeux de certains trafiquants, est-ce qu'on peut imaginer ce que seraient des phénomènes de cette nature avec des opérations punitives collectives? Et puis l'autre élément, à vocation plus lutte contre la délinquance financière et narcobanditisme, ce sont les inquiétudes qui sont les nôtres, notamment sur le blanchiment, les réseaux de blanchiment et de dissimulation, en pensant notamment à la question des commerces de façade, alors qui, s'ils ne sont pas constatés sur l'ensemble des territoires que nous représentons dans leur diversité, y compris démographique et géographique, sont en revanche de plus en plus présents. Et puis un dernier point sur comment est-ce que ce phénomène s'est généralisé. En fait, ce que l'on constate, c'est que à notre niveau, certaines villes étaient déjà confrontées depuis longtemps à l'existence d'un milieu et de trafic, d'autres presque pas ou pas du tout. Mais le sentiment d'une accélération et de convergence qui fait qu'aucun territoire n'est à l'abri et que, y compris certaines villes qui étaient peu concernées, je pense par tropisme géographique à l'ouest du pays notamment, parce qu'on était plus loin aussi d'un certain nombre de marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la consommation, mais que les points d'entrée étaient, le cas échéant, sensiblement différents. Et bien précisément, ce sont des territoires où il est plus facile de s'implanter parce qu'il y a moins de concurrence et moins de réseaux institués, ce qui fait que le sentiment d'une accélération est extrêmement présent, et des phénomènes que nous ne connaissions pas du tout il y a encore 3 à 5 ans sont en explosion sur un certain nombre de villes qui ne les observaient pas jusqu'alors, d'où cette convergence des constats. Voilà pour cette première partie, en laissant la parole à Éric Piolle. Bonjour mesdames et messieurs, peut-être pour prolonger donc le partage des réflexions de France Urbaine plutôt sur la partie piste de réflexion avant que nous puissions avoir un échange libre. Il nous semble qu'il serait pertinent d'avoir une évaluation approfondie des dernières actions régaliennes qui ont été entreprises sur le sujet, et que l'on puisse ainsi établir des critères. Quels sont les critères sur lesquels nous voulons évaluer notre action en matière de sécurité, mais également en matière de santé publique, en matière d'occupation de nos forces de police, de la justice, etc. Et que l'on puisse ainsi construire un véritable plan national de lutte contre le trafic de drogue, avec évidemment des réflexions extra-territoriales vu l'ampleur du phénomène. Le deuxième point sur cette partie-là, c'est qu'il nous semble qu'il y a une nécessité d'avoir une attention particulière des pouvoirs publics pour ce qui se passe en Outre-mer, puisque les départements et régions d'Outre-mer, notamment Guadeloupe, Martinique, Guyane, sont utilisés comme des plateformes relais entre la production de drogue et son acheminement vers l'Europe, et que cela donne lieu à une hausse de violence extrêmement forte, des usages d'armes à feu également extrêmement forts,
et également une concentration de pratiques addictives en hausse dans les centres-villes. Il y a là un besoin de coordination réelle entre l'ARS, l'OFAST, les préfectures, les associations, le parquet, les collectivités territoriales, les intercommunalités, l'école, mais il y a vraiment une approche systémique en plus de ce que peuvent faire police nationale et gendarmerie. Pour prolonger la réflexion sur l'évaluation, même si nous sommes bien conscients qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques à la France, nous pensons qu'il faudrait établir un travail de comparaison avec ce qui est fait ailleurs, notamment avec des pays comme le Portugal, qui ont été pionniers quant à la dépénalisation de la consommation et à la détention de drogue, ou aux États-Unis, qui vivent, vous le savez, une crise des opioïdes absolument sans précédent et absolument terrible dans un grand nombre de villes. Et qui pour nous fait peur, hein, clairement. Nous voyons tout ce qui se passe autour du fentanyl aux États-Unis et nous craignons que si ces drogues extrêmement addictives sont importées en France, on se retrouve avec le même genre de situation dans nos villes. Donc ce travail de comparaison pourrait être croisé avec une réflexion citoyenne qui pourrait être une convention citoyenne telle que celle qui a porté sur le climat ou une convention telle que portée par le CESE, mais en tout cas un travail de comparaison et de réflexion citoyenne. Nous sommes évidemment aujourd'hui dans le cadre du droit local, c'est dans ce cadre-là que nous agissons, nous, au quotidien. Dans ce cadre-là, nous soulignons l'importance de simplifier le cadre juridique dans lequel interviennent les policiers municipaux, parce que nous voyons le risque que ces policiers municipaux soient de plus en plus happés par les nombreux faits liés au trafic de drogue. Ils sont souvent les premiers intervenants, les premiers sur les lieux, parce que la police nationale ou la gendarmerie n'ont pas le temps de tout faire. Et ça fragilise l'action publique sur la délinquance du quotidien, cette petite délinquance du quotidien qui, elle, est le souci premier de l'ensemble des habitants. Il y a des habitants qui vivent sur des points de deal, qui vivent des situations extrêmes, vraiment extrêmes. Et il y a le reste de la population qui finalement ne voit pas trop cette partie-là. Il en entend parler à la télé, dans les journaux, mais il ne la voit pas trop. Et ce reste de la population est attaché à la délinquance du quotidien. Donc voilà, nous réfléchissons sans avoir de proposition totalement définie à ce stade, mais comment les policiers municipaux pourraient avoir un cadre expérimental de manière limitée pour pouvoir généraliser la verbalisation immédiate dans le cas de délits du quotidien ou pour pouvoir opérer des contrôles éthylométriques, pour pouvoir éventuellement procéder à un contrôle visuel des bagages de quelqu'un, etc. Il y a là peut-être une simplification qui permettrait d'acter la répartition du travail qui est de plus en plus faite vu l'absence de moyens de la police nationale et le glissement des responsabilités des uns et des autres. Un autre champ de nos réflexions, c'est la pénétration de ce trafic dans notamment les commerces. Comment pouvons-nous lutter contre les commerces de façade? C'est une réflexion que nous avons toutes et tous, y compris d'ailleurs pour nous-mêmes. Quand on se rend dans un commerce, on aimerait savoir si c'est un commerce qui est clean ou pas. Donc ça fait partie de nos soucis du quotidien. Quand on va se mettre dans un café, qui est le propriétaire, quels sont ses liens, c'est vraiment quelque chose qui nous prend la tête, je dirais. Donc nous souhaiterions là avoir plus d'outils à disposition des maires pour pouvoir lutter contre les commerces de façade. Il y a différentes réflexions qui ont été évoquées par la commission sécurité et prévention de France Urbaine autour du contrôle du travail dissimulé, autour de la révision aussi des plans locaux d'urbanisme ou la formation à la culture de la légalité pour les commerçants ou la capacité de préempter des baux commerciaux dans des périmètres de sauvegarde qui puissent derrière nécessiter une autorisation pour ouvrir un commerce avec certaines clauses permettant ainsi à la police de réaliser des contrôles. Bref, nous avons là un enjeu qui
pour lesquels nous n'avons pas de solution toute faite, mais qui nous semblent importants parce que nous craignons cette capillarité avec les commerces qui ont pignon sur rue. Sixième axe de réflexion, nous avons un grand besoin d'être accompagnés plus fortement dans les expérimentations que nous pouvons faire, notamment par exemple dans le travail avec la mine d'Eka. C'est le cas à Grenoble, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres villes. Ça nous a permis de produire des vidéos à destination des consommateurs pour leur montrer l'envers du décor et ce à quoi ils participent. Et là, ce travail avec la mine d'Eka devrait s'intensifier très fortement pour pouvoir avoir une réelle stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives, puisque un de nos axes de réflexion, c'est-à-dire que nous parlons toujours du trafic, et c'est ça qui occupe l'espace public. Le trafic, c'est nuisance, les luttes entre gangs, etc. Mais finalement, nous parlons très peu en France des conduites addictives et de stratégies de prévention et de lutte contre les trafics addictifs. Donc ces plans restent à des champs d'expérimentation qui sont souvent très riches, mais nous demandons à être fortement accompagnés sur ce plan-là. Enfin, un dernier axe de proposition est le rapprochement des procureurs de la République avec les élus locaux, avec là une demande d'un service territorial pérenne dédié au démantèlement des réseaux. Donc, c'est fait à certains endroits, comme chez nous. Mais clairement, il y a une attente là qui permettent d'avoir une cellule pérenne et dans cette cellule pérenne, d'aborder également les questions de récidive, puisqu'aujourd'hui, notre système carcéral produit ou n'empêche pas, je ne sais pas comment il faut le dire, de la récidive, et que nous nous retrouvons à une situation paradoxale avec à la fois une des politiques les plus répressives d'Europe en matière de lutte contre les stupéfiants et à la fois une situation qui non seulement ne s'améliore pas, mais a tendance à se dégrader, et donc une situation qui pour nous est extrêmement préoccupante. Et quand nous pensons à situation dégradée, ça rejoint la partie du constat que faisait Nathalie Appéré sur le fait que nous voyons maintenant un certain nombre de nouvelles pratiques, à la fois géographiques, avec du déport des lieux de trafic dans des villes moyennes ou dans des villages, où les trafiquants se sentent plus protégés, ou une professionnalisation, on va dire, des services aux consommateurs de drogue en matière de marketing, de livraison, de rotation des salariés. Il y a une dizaine d'années, enfin des salariés, des délinquants. Il y a une dizaine d'années, nous voyons des premières stratégies qui étaient que les dealers faisaient tourner les chauffeurs, là, les jeunes qui surveillent, d'un quartier à l'autre pour les couper de leur lien à l'adulte. Mais maintenant, nous voyons même des hommes de main qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je parle de salariés, c'est que c'est presque un marché de l'emploi qui se structure avec des stratégies de recrutement et des stratégies de déplacement du travail. Voilà, c'est les 7 axes que nous avons travaillés au sein de France Urbaine. Et après, nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger sur des questions spécifiques. Merci beaucoup, Madame le maire. Monsieur le maire, est-ce que Monsieur Niel, à ce stade, a des éléments complémentaires à apporter? Alors, bonjour. D'abord, bonjour à tous. Donc, des éléments complémentaires, bien sûr que au niveau de la ville de Metz, nous partageons, et le maire de Metz partage totalement les conclusions et les informations qui nous ont été données. Moi, je pourrais vous apporter effectivement l'exemple d'une ville qui est une ville, j'allais dire, qui est au cœur d'un trafic, puisque c'est une ville frontière avec la Belgique. Qui dit la Belgique dit la Hollande. Donc, une descente très facile et des réseaux très structurés pour venir sur la France. Donc, Metz est une porte d'entrée par la Belgique, une porte d'entrée par l'Allemagne, et en même temps, j'allais dire, une porte de sortie, puisque nous avons du trafic qui remonte de l'Espagne, qui arrive sur Metz et qui sont dispatchés à partir de là. Donc, je ne sais pas si c'est le moment. Sur le partage,
sur j'allais dire, les constats qui ont été faits, bien sûr, nous partageons. Sur les deals, nous avons vu l'évolution ici très claire du trafic. Un trafic qui était, comme ça a été souligné, à la limite un trafic avec une organisation locale qui devient de plus en plus, qui s'ouvre de plus en plus sur le département, j'allais dire, et sur la périphérie de la ville. Un trafic qui a toujours ici quand même été organisé à l'international, entre guillemets, puisque c'est une porte d'entrée, je le répète. Effectivement, des jeunes, de plus en plus jeunes, impliqués dans les trafics. C'est le constat qui a été fait, nous le partageons. Des jeunes étrangers au territoire, oui, de plus en plus. Alors, pas sur un marché de l'emploi, j'allais dire, national, mais au moins régional, au moins local, ça c'est incontestable. Et puis, surtout, et c'est le plus dramatique, une montée de la violence, un trafic de plus en plus violent, des trafiquants qui n'ont plus de limites. Nous avons connu à Metz, donc ville moyenne de 120 000 habitants, que l'on aurait pu croire relativement épargnée. Nous avons connu des règlements de compte et des interventions avec des armes de guerre, des armes lourdes. Et là, je dois signaler, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, la coopération avec la police nationale, puisque bien sûr, la police municipale n'a aucun pouvoir dans ce domaine. Donc, on constate sur le trafic qui est fait sur une ville moyenne de 120 000 habitants, certes avec des particularités, ville frontière, de plus en plus de violence, de plus en plus de trafiquants jeunes, de plus en plus d'ailleurs de recours à la population, le recours aux nourrices, le recours aux appartements où on cache, où on se réfugie. Donc là aussi, ce qui nous amène, nous, à avoir une réflexion sur le travail avec les organismes sociaux et notamment les logeurs, qui sont, c'est important de travailler avec eux. Donc voilà un petit peu sur le deal, très rapidement, ce qu'on pouvait en dire. Un deal qui a aussi évolué, puisque maintenant, on en arrive à avoir des livraisons à domicile, c'est-à-dire qu'on a un point de deal, on passe la commande, et soit on vient chercher la marchandise, soit la marchandise est louée. Et c'est là où, là aussi, le rôle de la police municipale est important sur la surveillance de la circulation aux abords des points de deal, et notamment des scooters qui partent et qui livrent sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors ensuite, si je continue sur la consommation, évidemment une évolution ici aussi sur une ville comme Metz, sur la diversité des produits. Nous n'avons plus un seul produit, nous avons tous les produits qui sont sur Metz. Et tout à l'heure, on parlait de crack. C'est assez dramatique parce qu'on voit arriver des drogues extrêmement dures sur des territoires où elles n'étaient pas jusque-là. Alors bien sûr, avec les problèmes d'addiction, les problèmes de santé mentale, la multiplication des hospitalisations d'office, donc qui reviennent effectivement aux maires et qui, dans beaucoup de cas, sont le fait de consommation de drogue, sont le fait d'individus en errance sur la voie publique, d'individus effectivement difficiles à gérer. Voilà. Alors après, dans le rôle effectivement des municipalités, bien sûr, le rôle de coordination des actions publiques, le rôle est primordial des maires sur la politique de prévention, puisque nous restons persuadés que c'est par là qu'on arrivera à trouver des solutions. On les trouvera dans les politiques effectivement de sanctions, de répression, mais il faut absolument travailler sur des individus qui bien souvent sont des individus qui sont à la fois victimes et à la fois trafiquants, à la fois coupables. Donc là aussi, rôle important. Je crois qu'on l'a souligné, le rôle du CLSPD, des CLSPD ou des CISPD est primordial, puisque c'est là que l'on réunit effectivement les partenaires locaux, indépendamment, j'allais dire, des réunions régulières et classiques entre la police et justice, les municipalités. Les préfectures participent
à leur façon, effectivement, avec leurs moyens, bien sûr, mais surtout, j'en viens là au rôle de la police municipale. Ça a été évoqué par M. Piolle, mais effectivement, je pense que un certain nombre j'allais dire, pas de missions, mais de pouvoirs un petit peu confortés pour les policiers municipaux permettrait une meilleure approche de ce contrôle du trafic de stupéfiants. Notamment, effectivement, les dépistages, la possibilité de faire des contrôles éthylomètres, des contrôles lors de contrôles routiers, lors de contrôles d'initiative. C'est quelque chose qui manque énormément. La verbalisation immédiate, le recours à l'amende forfaitaire. La police municipale n'a pas le droit, ne peut pas avoir recours à l'amende forfaitaire, alors que ce serait un grand bond en avant si on pouvait le faire. Ça dégagerait les commissariats, parce que quand il y a des interpellations sur des petites quantités, et c'est souvent le cas pour les polices municipales, on est obligé de présenter le contrevenant à l'officier de police judiciaire, ce qui prend du temps à tout le monde, alors qu'on pourrait traiter effectivement par des amendes forfaitaires. Le contrôle d'identité, je pense que si on élargissait les possibilités de contrôle d'identité aux policiers municipaux, on aurait effectivement beaucoup plus d'efficacité. Donc il y a effectivement pas mal, on partage tout à fait le constat qui a été fait, de même que sur les commerces de façade, les épiceries qui sont ouvertes toutes les nuits, ou quasiment toutes les nuits, et toute la durée de la nuit. Le blanchiment d'argent qui vraisemblablement est derrière ces activités de façade. Donc, sur une ville moyenne comme une ville comme Metz, mais avec une particularité d'être une ville frontière, nous partageons totalement, bien sûr, les constats qui ont été faits. Merci beaucoup de cet exposé qui était très complet. Alors, le rapporteur... Merci beaucoup. La police municipale se caractérise par une proximité avec la population. Elle connaît les rues, elle connaît les quartiers, elle connaît souvent les familles, elle voit les difficultés des uns et des autres. Et cette police municipale, elle peut être utile dans deux domaines. Le premier domaine, c'est le repérage de la consommation. On sait que la consommation, c'est la base. C'est un peu comme le vol. Et s'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous dire quel pourrait être le rôle accru d'une police municipale dans le repérage de la consommation qui permet ensuite d'asseoir une politique de lutte contre le trafic. De même, et c'est ma deuxième question, le trafic de drogue, il se caractérise par du blanchiment. Lutter contre le blanchiment, c'est lutter contre le produit du trafic. Et c'est là que réside l'essentiel de l'efficacité de l'action publique. Qu'est-ce que peut faire la police municipale et qu'est-ce que peuvent faire les communes pour repérer le blanchiment et lutter contre le blanchiment? Alerter d'autres services, favoriser des saisies, favoriser le cas échéant des confiscations. Est-ce que sur ces deux domaines, vous pourriez nous donner quelques pistes? Je vais m'inscrire juste dans la lignée du rapporteur pour vous poser une question complémentaire. Un des phénomènes émergents qui nous a été décrit lors des auditions publiques, c'est le risque corruptif et la corruption de basse intensité. Est-ce que dans ce que vous appelez de vos voeux sur une plus grande latitude laissée aux polices municipales dans le travail avec la police nationale sur le trafic, vous ne craignez pas que ça expose les maires à avoir à gérer ce risque corruptif qui semble être une menace émergente dans le pays? Qui démarre? Nathalie, tu veux? Mon micro est coupé. Ou je peux y aller aussi. Bon, allez, je démarre du coup. Voilà, pardon, j'avais éteint le micro. Peut-être sur la question du repérage, dire que nos polices municipales sont en réalité déjà des polices de renseignement. Et que si nous sommes attachés aux cellules de veille ou aux groupes opérationnels
qui permettent le partage sur des situations territoriales, mais aussi sur des situations individuelles. C'est en étant convaincu que nos polices municipales, qui sont, comme vous l'avez dit, territorialisées, qui ont une nature de mission, qui les mettent en proximité avec les commerçants, les acteurs associatifs, les habitants du quartier, sont une source de renseignements précieuses pour la police nationale et les autorités judiciaires ensuite. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a un rôle qui peut être tenu en dehors d'une évolution législative ou réglementaire. C'est-à-dire qu'on le fait déjà. Peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas très bien en quoi on aurait besoin d'un texte qui nous dirait de le faire davantage. On n'est pas empêché sur ces missions-là, on n'est pas empêché pour l'îlotage, on n'est pas empêché et on a les canaux qu'il faut pour remonter l'ensemble des informations. Sur le blanchiment, c'est sans doute un peu plus complexe et Piol et Hervé compléteront, mais là, pour le coup, on est tenu au pouvoir de police du maire, et les pouvoirs de police du maire, ils sont quand même d'abord et avant tout sur ce champ-là, hygiène, sécurité, accessibilité, et la capacité de contrôle de l'activité elle-même, c'est-à-dire qu'on a à la fois pas de pouvoir d'investigation sur ce que serait la comptabilité de l'établissement et la vérification des avoirs ou des situations fiscales. Et je ne crois pas qu'il soit souhaitable que nous l'ayons. Nos policiers ne sont pas formés pour ça, ils ne savent pas faire ça. Et on serait bien incapable de donner des suites opérationnelles à cette dimension-là. Donc, sur ce volet-là. Et puis ensuite, le volet sanitaire, au sens PSV du terme, s'il s'agit par exemple de commerce d'alimentation, on est aussi assez dépourvu. Donc, autant sur des actions de prévention, comme les décrivait Éric Piolle, sur des capacités de droit de préemption élargies, sur la manière dont on peut utiliser peut-être mieux nos pouvoirs réglementaires et nos pouvoirs de police pour le faire. Mais il y a des champs sur lesquels on sera démunis. Et encore une fois, sur la corruption, on reste évidemment vigilant. Mais je crois d'une manière générale que les maires se posent clairement dans le débat public partout sur nos territoires comme les ennemis numéro un du deal et des dealers, que ça puisse exposer le cas échéant. C'est certain, nous sommes habitués à une forme de conflictualisation des rapports sociaux, moins à une forme de risque direct, mais partout où nous allons, et je crois pouvoir dire les uns et les autres, dans les quartiers, et y compris parfois sous la menace, c'est pour dire la détermination à combattre. Alors, encore une fois, il y aura peut-être des situations, et si vous avez été alerté sur ces phénomènes de corruption, c'est qu'il nous faut y être particulièrement vigilants. Mais le message de l'association est celui d'une détermination publique totale en audition au Sénat comme dans chacun de nos quartiers. Oui. Peut-être quelques réflexions supplémentaires. Sur le repérage, vous avez parlé de repérage de la consommation. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire ou c'est repérage des lieux de deal. S'il s'agit de repérage des lieux de deal, nous avons cette cartographie, hein, elle est connue, que ce soit d'ailleurs par notre police municipale ou nos agents en général, ou les élus directement, puisque nous sillonnons en permanence la ville, et entre les services de propreté urbaine, les services d'espace vert, les services de police municipale, les élus, les agents de terrain, en pratique, nous avons une cartographie à peu près live, hein, en direct des points de deal, et nous faisons remonter donc les liens d'information se passent très bien et de façon générale sont très fluides. Donc le travail sur l'optimisation des moyens de l'information, en tout cas en ce qui concerne la remontée, la redescente c'est différent, et se fait. Si vous parlez effectivement des repérages de lieux de consommation,
puisque c'est le terme que vous avez employé. Là, la question est vers qui se tourner. Est-ce qu'on parle de la consommation dans la rue ou est-ce qu'on parle de la consommation dans l'espace privé? Et le repérage, c'est évidemment compliqué, puisqu'on estime, je crois, qu'il y a un Français sur 3 qui consomme du cannabis. Donc, votre enceinte, on l'a vu ces derniers mois, n'est pas exempte. Donc, voilà, il faudrait décider à ce moment-là qui est ciblé en matière de consommation. Est-ce que, en matière d'exemplarité, on va par exemple cibler les élus? Est-ce qu'on va cibler les professions libérales, hein, que nous voyons les véhicules s'arrêter sur les points de deal? Donc, qui on va cibler en termes de consommation? Et là, ça pose évidemment la question de quel est l'objet de cette politique publique. Voilà. Donc, je pense que ça montre juste que nous avons un problème, qui est que nous parlons que de répression, mais nous ne parlons pas de santé publique. Hein, et aujourd'hui, cette question de la santé publique nous frappe durement. Elle nous inquiète, nous, en tant qu'élus, quand nous passons devant des collèges et des lycées le matin et que nous voyons des jeunes fumer. Elle nous inquiète tout autant quand nous voyons des notables de la ville qui, manifestement, fréquentent également des lieux de deal. Voilà. Donc, disons-le clairement. Sur le repérage contre le blanchiment, pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit Nathalie Appéré. Nous avons souvent des doutes ou des indices parce qu'il y a des indiscrétions, des rumeurs sur qui reprend quel commerce. Donc, nous faisons remonter ces informations. Mais là, ça nécessite un travail d'enquête extrêmement fort. Et je ne crois pas que nous ayons à nous engager plus avant. Hein. Ce que je disais dans les propositions de France Urbaine, c'est plutôt des moyens pour opérer des contrôles qui sont peut-être relatifs à d'autres sujets, mais qui peuvent permettre parfois plus sûrement de gêner un commerce. En tout cas, les stratégies que nous développons, nous, en lien avec la police ou la justice, sont plutôt d'essayer de toucher des commerçants sur lesquels on a des doutes certains, mais pour lesquels les enquêtes pourraient être longues, les toucher sur des questions sanitaires ou des questions de réglementation. Parfois, pour donner un exemple de jusqu'où on peut aller, il y a eu une fermeture administrative d'un bar parce qu'il ne respectait pas la réglementation relative à la protection des données sur ses codes Wi-Fi. Donc c'est vraiment un détail, mais bon, il était de notoriété publique que le patron était un délinquant notoire, mais il n'y avait pas de fait établi pour cela. Dans les missions qui aujourd'hui sont affectées aux polices municipales, je redis qu'il est extrêmement important pour la population, l'attente de sécurité de la population, de ne pas se désengager plus avant de notre rôle de gardien de la paix, de régulation de l'espace public et de lutte contre la petite délinquance. Et nous voyons toujours ce risque de tout mobiliser sur le trafic de drogue, en délaissant tout le reste, puisqu'on y met de plus en plus de moyens. Mais est-ce que des moyens supplémentaires permettront d'éradiquer le trafic? Donc, on voit bien que ça dépouillera le reste de nos missions de moyens qui sont importants, mais est-ce que les moyens supplémentaires permettront d'avoir un résultat? Donc, je crois qu'il est important de garder cela en tête. De même que nous pourrions revenir sur votre remarque, dire que les policiers municipaux, ils ont une connaissance fine de la ville. Il fut un temps pas si lointain où les policiers nationaux avaient une connaissance fine de la ville. Connaissance des rues, connaissance des acteurs, des commerçants, etc. J'ai grandi, moi, voisin direct d'un commissariat. Les policiers nationaux qui étaient là connaissaient parfaitement la ville, connaissaient parfaitement les acteurs. Et maintenant, c'est sûr que comme ce n'est plus que des polices d'intervention, ils n'en connaissent que des petites parties. Et donc, ils n'ont plus ce maillage fin. Mais ce maillage fin, du coup, il est opéré par les polices municipales. Et puis peut-être un dernier point. Vous avez vu qu'il y a eu un mouvement là, des policiers municipaux. Ce mouvement, il est lié au fait qu'ils voient dans leur mission de plus en plus de transferts d'activités, de transferts de charges venant des missions d'origine de la police nationale. Et donc, leur revendication légitime, c'est de dire, si nous faisons le même travail, nous voulons les mêmes avantages. Et les avantages qui ont été octroyés aux policiers nationaux ont été importants ces dernières années. Donc, eux, ils disent, nous aussi. Donc, là aussi, nous avons un petit risque
à la fois sur le recrutement, hein, ceux qui viennent dans les polices municipales aujourd'hui n'y viennent pas pour les mêmes raisons que ceux qui s'engagent dans la police nationale en termes de mission. Donc plus il y a fusion, il y avait un rapport de la Cour des comptes d'ailleurs sur ce sujet il y a 2-3 ans, plus il y a fusion des missions, plus évidemment il y aura formation d'un corps qui aura les mêmes revendications que celles de la police nationale. Et aujourd'hui, clairement, les collectivités ne sont pas du tout en capacité d'aller sur les niveaux de salaire, de rémunération, d'avantages que peuvent avoir les policiers nationaux, hein. Ils sont des agents des collectivités locales, même si nous voyons déjà un petit schéma qui fait que nous sommes en concurrence les uns avec les autres et que nous avons une petite tendance tous à augmenter un petit peu le régime indemnitaire dans telle ou telle commune en espérant faire venir les policiers du voisin, et puis ça continue comme ça en tournant. Voilà ce que je pouvais partager. Merci beaucoup. Monsieur Niel, vous avez des éléments sur les questions qui ont été posées par le rapporteur? Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Piolle, et je pense que c'est très très important. Je crois qu'il ne faut pas confondre la complémentarité entre les polices nationales, gendarmerie nationale et les polices municipales avec leur absorption en termes de missions. Parce qu'effectivement, on voit de plus en plus glisser des missions de police nationale vers les policiers municipaux. Pour des raisons très simples, et qui a été très bien dit par Madame Appéré et Monsieur Piolle, c'est tout simplement parce que le manque d'effectifs, le manque de moyens de la police nationale amène effectivement à se retourner vers les polices municipales. Et c'est vrai notamment dans la proximité, et c'est important, les polices municipales sont des polices de proximité. Ce sont des polices qui ont le contact et qui doivent avoir le contact, et qui l'ont d'ailleurs, avec leurs concitoyens. C'est une mission, c'est une approche qui a été un peu perdue au fil des ans par la police nationale. Et en termes de trafic de stupéfiants, il ne faut pas non plus qu'il y ait là aussi un transfert de compétences. Ce serait la pire des choses. Les polices municipales ne peuvent pas lutter contre le trafic de drogue. Elles peuvent y participer, effectivement, et y participer, comme ça a été dit, par leur connaissance du terrain, par leur connaissance des habitants, par le fait qu'elles sont là, alors dans certaines communes H24, dans d'autres pendant la journée, ça peu importe, mais il y a une connaissance effectivement du terrain, il y a une connaissance fine aussi des habitants. Mais ça ne doit pas, à mon sens, ce repérage-là, j'allais dire, à la fois de la conso et des points de deal, ça passe aussi par les services sociaux, ça passe aussi par ce qui est souvent dans les villes, en tout cas ce qui est le cas à Metz, dans les mairies de quartier, qui sont, j'allais dire, le point d'entrée de beaucoup de renseignements et qui permettent aussi d'avoir un contact très proche avec la population. Donc je crois que ça, c'est le rôle essentiel pour moi, en tout cas des polices municipales dans cette lutte contre le trafic des stupéfiants, de trafic de stupéfiants, c'est effectivement cette proximité, cette connaissance du terrain. Cette connaissance du poil de deal, comme disait M. Piolle, on peut la suivre, j'allais dire presque heure après heure, parce que nous sommes sur le terrain et nous voyons ce qui se passe. Donc après, le problème, c'est l'organisation, comment faire remonter efficacement et rapidement cette information vers les services concernés. Sur le blanchiment, on est sur la même logique. Nous connaissons effectivement, nous avons vent des commerces qui sont entre guillemets suspects. Donc là aussi, et il peut y avoir des surveillances ou des attentions plus particulières sur ces commerces. Il doit y avoir là aussi une collaboration étroite, une coopération étroite avec police ou gendarmerie, de façon à passer ces informations qui souvent d'ailleurs échappent à la police nationale qui malheureusement a d'autres tâches, a d'autres missions. Et quand je dis malheureusement, d'ailleurs je me reprends immédiatement, peut-être qu'effectivement il y a à repenser aussi le rôle des polices municipales, mais attention, sans leur donner des missions qui ne sont pas les leurs. Je crois qu'il faut qu'on donne aux policiers municipaux les moyens d'accomplir leurs missions, qui sont essentiellement des missions de proximité, des missions de contact avec la population, donc forcément des missions de renseignement.
Merci beaucoup. Alors j'ai 3 questions ici dans la salle. Marie-Laure Finera-Hort, ensuite Karine Daniel et Guy Benaroche. Merci Président. Bonjour à tous. Alors j'ai juste 2 petites questions. D'abord une question générale. À part cette tribune commune, existe-t-il des démarches pour regrouper les communes grandes ou petites touchées par le narcotrafic afin d'échanger notamment avec les villes guyanaises, d'où part une partie de la drogue consommée dans vos villes? Et une question particulière à Monsieur Piolle. Je sais que la ville de Grenoble met en place de nombreuses actions pour lutter contre le narcotrafic, mais Monsieur le maire, en dehors de l'augmentation des effectifs de police, qu'attendez-vous de l'État? Merci. Alors, bon, peut-être sur la coopération des villes de Guyane, nous n'avons pas d'échange spécifique sur des échanges entre la Guyane et la France. Nous nous intégrons au sein de France urbaine, c'est donc les villes de plus de 100 000 habitants et les intercommunalités de plus de 200 000 ou 250 000, corrige-moi Nathalie, je crois que c'est 250 000, donc qui regroupent une centaine du coup d'adhérents entre villes et intercommunalités. Nous avons une commission, donc notre principe c'est évidemment la réflexion transpartisane, et nous avons une commission qui traite de ces sujets et qui, en tout cas depuis que je suis maire, c'est-à-dire depuis 10 ans, est très consensuelle sur à la fois le partage du vécu. Bon, il est important pour nous de pouvoir partager notre vécu qui est parfois un peu lourd en ces domaines. On a l'impression d'être un peu à la fois très volontariste et démuni, et aussi de propositions. Vous voyez que les propositions que nous faisons sont effectivement assez consensuelles et transpartisanes. Voilà. Sur la deuxième partie, qu'est-ce qu'on attend de l'État? Nous attendrions des critères d'évaluation sur la stratégie de lutte contre le trafic et le narcotrafic, mais aussi sur la consommation. Pour nous, ce qui nous inquiète, nous regardons aussi les questions de santé publique. Nous voyons l'explosion de la consommation, nous voyons celle du cannabis, bien sûr, qui est à un niveau extrêmement élevé, mais également, ces dernières années, une banalisation de la cocaïne, et nous vivons avec ce spectre de voir arriver dans nos villes le crack, le fentanyl et d'autres substances. Donc nous aimerions une stratégie qui dise c'est quoi les critères d'évaluation d'une bonne politique de lutte contre la drogue, en prenant en compte toute la chaîne, des questions de santé publique aux questions de sécurité liées au trafic de drogue, mais également de la répartition des moyens entre cette lutte contre la drogue et le reste des phénomènes de violence que nous vivons dans la société et pour lesquels nous sentons parfois un manque de moyens. Voilà, nous aimerions, nous l'avons répété, Nathalie Appéré le disait tout à l'heure, une transparence de la part du ministère sur la répartition des effectifs. On ne nous dit jamais quels effectifs sont où, donc nous avons toujours l'impression d'être en concurrence les uns avec les autres, parce que tous autant que nous sommes, nous nous roulons par terre devant le ministère de l'Intérieur pour dire nous avons besoin, une situation particulière, nous avons besoin d'effectifs supplémentaires. Donc on nous octroie des forces, souvent c'est souvent une vue de l'esprit, puisque nous perdons en même temps des effectifs qui partent, donc on nous annonce toujours des arrivées, mais jamais la balance nette. Nous n'avons jamais de transparence, communication des chiffres, et à chaque fois qu'on obtient des policiers, on se demande si on les a pas piqués à un collègue, ce qui n'est pas un sentiment très agréable. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Nous aimerions une politique plus pragmatique, et puis nous voyons l'évolution, un peu cette balkanisation du trafic, et avec une montée en puissance d'une violence gratuite et soudaine. Et donc ça, c'est évidemment inquiétant aussi. Il y a évidemment la recrudescence d'homicides qu'il y a eu l'année dernière. Parfois, il y a des temps morts, on ne sait pas pourquoi. À Grenoble, il y a eu, je crois, que 4 ans, entre 2016 et 2020, dans lesquels il n'y a pas eu d'homicide lié à la drogue, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est parce qu'il y a un patron dealer qui tient bien tout le monde, ou au contraire, si c'est parce que c'est les aléas et purement de la chance. Mais nous avons toujours peur aussi d'une balle perdue. Ça arrive très rarement, mais c'est évidemment la crainte de n'importe quel acteur public quand nous voyons maintenant des armes sortir en pleine journée et dans des lieux très fréquentés.
Donc voilà, nous vivons avec ça et nous avons le sentiment désagréable que les politiques sont des politiques beaucoup d'annonces et d'affichage, ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur depuis une vingtaine d'années, et que la situation a plutôt tendance à se dégrader, à la fois sur les questions de santé publique et les questions d'emprise et de ce que subissent les habitants là où se passe le trafic de drogue. Voilà. C'est pour ça que nous avions pointé les éléments de comparaison aussi, quelques éléments de comparaison objectifs avec d'autres pays et d'autres stratégies qui ont pu être mises en place. Karine Daniel. Merci. Sur les complémentarités entre les policiers municipaux et la police nationale, moi je pense que vraiment c'est un élément sur lequel il faut que nous ayons des points très précis, parce que j'imagine qu'il n'y a pas consensus dans les différents territoires entre les différentes équipes sur ce qui relève de la police municipale, ce qui relève des policiers nationaux, et dans quelle mesure parfois aussi, parce qu'il faut se dire les choses, le fait de donner plus de missions à des policiers municipaux peut générer parfois un désengagement ou des ajustements quant aux missions des policiers nationaux et leur déploiement. Ça, c'est une remarque. Sur la question, moi, je suis très attentive à ce que vous avez évoqué sur la coopération des villes et des territoires avec le ministère de l'Intérieur. Et est-ce que cette demande, que moi, il me semble important de relayer, qu'a évoqué Nathalie Appéré, elle est notamment encore plus nécessaire du fait de la plus forte mobilité géographique des trafiquants et du fait de l'évolution toujours plus importante des flux et de leur mobilité géographique. Je pense à ce qui se passe en termes d'évolution des entrées par rapport aux dispositifs qui sont mis en place dans les ports, par exemple, qui modifie la géographie des trafics et qui modifie donc l'impact sur les villes selon leur situation. Peut-être sur votre remarque, Madame la sénatrice, sur la répartition des missions de police municipale, police nationale, le point qui fait consensus au sein de l'association, c'est que les polices municipales restent sous l'autorité du maire, d'une part, et que chaque maire et chaque équipe municipale, d'autre part, est libre, dans le cadre du droit, bien évidemment, des missions qui lui affectent. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir ces propositions transpartisanes, parce que sinon, il y a effectivement des débats entre nous, certains considérant que le régalien ne se partage pas et qu'il est dangereux d'aller trop loin ou encore plus loin dans la substitution des polices municipales, enfin des polices nationales au bénéfice des polices municipales. Ça, c'est des questions de principe. Et puis d'autres, voyant qu'au contraire, on est confronté à ces pénuries, ces difficultés d'effectifs. Et je le redis, parce que je me permets de le noter, dans la perspective des JO, une inquiétude qui est accrue pour les mois qui viennent, et d'autres se disant que finalement, il peut être concevable que des polices municipales puissent devenir plus fortement auxiliaires des polices nationales dans le cadre des conventions. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on soit dans le cadre d'un choix d'une équipe municipale et non pas de missions qui soient imposées par l'État aux polices municipales. Parce qu'après, nous rendons des comptes devant les habitants. Et si les habitants considèrent que les positionnements de tel ou tel d'entre nous ne sont pas adaptés, il leur appartient de les sanctionner. Mais cette dimension-là est absolument essentielle. Sur la coopération avec le ministère de l'Intérieur, oui, nous la réclamons de nos voeux et nous l'avons formalisée à différentes reprises. Je crois d'ailleurs que notre tribune, elle se traduisait comme l'ensemble des courriers que l'on produit, se terminait par une main tendue pour travailler, coopérer, essayer de rechercher des solutions dans un cadre global, comme l'évoquait Éric Piolle tout à l'heure, avec véritablement
le sentiment, et je veux insister là-dessus, encore une fois, Eric le disait tout à l'heure, mais qu'on est en bout de chaîne. On est en bout de chaîne avec un isolement des uns et des autres dans la réponse à la population. C'est-à-dire que ces réunions de quartier, ces interpellations quotidiennes, elles nous sont adressées. Et c'est bien normal parce que nous sommes à disposition des habitants pour cela. Et il nous arrive souvent, je le sais, les uns et les autres, de dire si c'est juste parce que notre équipe municipale ou notre police municipale ne s'occupait pas du problème qu'il y en a un, alors dans le pays, les choses iraient mieux. Et la réalité, c'est qu'on voit effectivement qu'on est confronté partout à des phénomènes de plus en plus durs et que ce n'est ni en faisant des moulinets avec les bras, ni en quintuplant ou sextuplant les moyens de police municipale, le cas échéant, qu'on parviendra à cette approche qui passe aussi, et si on évoque le niveau européen, par non seulement des gels d'avoirs financiers, mais aussi des contrôles aux frontières, des remontées de filières, des coopérations interpolice. Enfin, on voit bien que c'est de tout ça dont on a besoin en réalité pour combattre le trafic. Et puis peut-être un petit point d'ajout, mais en marge de votre question, sur le fait qu'on conçoit cette lutte, y compris en dehors du rôle strict de la police municipale. C'est-à-dire que les propositions que nous portons sont pour certaines liées à la police municipale, pour d'autres pas du tout, parce que notre travail, il est bien celui d'une approche à 360 degrés. Je vais vous citer un exemple qui pourrait apparaître iconoclaste, mais la manière dont, par exemple, nos services déchets ou propreté sont capables d'accompagner une opération de police. Il y a quelques opérations, d'ailleurs je crois que ça a été théorisé au plus haut niveau de l'État, l'idée qu'il y ait des interventions coup de poing de nettoyage ou de pilonnage des points de deal. Si elles sont régulières, chacun s'en réjouit, mais si en parallèle nos polices municipales nos services sont mobilisés pour saisir les canapés, parce que le canapé, c'est souvent ce qui, pour le quotidien des habitants, symbolise ce qu'il y a de plus insupportable dans un point de deal qui occupe l'espace public au vu et au su de tout le monde, avec beaucoup d'incompréhension sur comment est-ce que c'est possible. Si nos services sont mobilisés en parallèle et qu'on est capable de montrer, ben voilà, on a saisi tant de canapés, tant de sièges, et voilà comment ça va nuire concrètement au trafic, c'est peut-être, c'est un rôle qui n'est pas celui de la police municipale, qui est moins visible, mais qui concourt aussi à cette stratégie. Et puis l'autre élément pour concourir à cette stratégie, c'est nos politiques de santé publique. Et petit message sur les moyens des CARUD qui font les centres de consommation et de réduction des risques, qui font un travail extrêmement important et néanmoins restreint par les moyens, alors même que les situations de toxicomanie avérée et de pratique à risque sont de plus en plus nombreuses. Guy Benaroche. Oui, merci à vous trois. Je vais juste parler d'une petite précision, demander une petite précision dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Je crois que c'est Éric Piolle qui en a parlé. Tu as parlé, Éric, d'accompagner des expérimentations de ville. Par exemple, concernant un certain nombre de mesures concernant les conduites addictives, par exemple, ou la prévention. Alors, je voulais savoir si sur ce point-là, vous avez réfléchi et vous avez un ou deux exemples à donner justement d'expérimentation dont vous pensez qu'elles pourraient être généralisées ou en tout cas étendues alors qu'elles sont venues d'initiatives de certaines communes isolées. Et quand tu parles d'accompagnement de ces initiatives et de ces expérimentations, Éric, je voulais savoir en fait, dans ces cas-là, qui pourrait vous accompagner et dans quel cadre? Est-ce qu'il faut créer un cadre d'accompagnement de ces expérimentations? Est-ce que ça paraît utile ou pas? Voilà. Bon, il y a
enfin, de mon point de vue, aujourd'hui, on n'en est pas à un point où on se dit, tiens, on a trouvé des expérimentations qu'il faudrait généraliser partout. C'est plutôt des projets embryonnaires qui débouchent. Nous, on a travaillé là pendant 2 ans avec des groupes d'habitants autour pour produire des vidéos qui ont été financées par la MILDECA pour montrer l'envers du décor et donc montrer la vie des habitants derrière un point de deal. Et donc là, la cible, c'était les consommateurs. C'était juste pour dire que nous avons un décalage très fort dans la population entre la consommation de drogue que tout le monde trouve normale et la réalité vécue au pied des points de deal avec des gens qui doivent s'excuser de demander pardon pour rentrer chez eux ou dans les cas les plus durs, des gens qui partent en vacances et qui reviennent, les serrures de leur appartement ont été changées et il y a une copropriété ou une colocation entre le dealer et le locataire de l'appartement, le propriétaire de l'appartement qui devient nourrice de force. Donc c'est ça que nous voulions montrer pour enlever un peu de légèreté à cette consommation de drogue que tout le monde a l'air de trouver récréative. Nous avons travaillé avec une pièce de théâtre pour parler là aussi de la vie dans le deal. Nous faisons des sensibilisations au collège avec notre police municipale pour sensibiliser à ces questions-là et à plein d'autres sujets, hein, évidemment, mais pour créer du lien à un moment où il y a des risques forts de tomber dans l'argent facile et puis la reconnaissance sociale, le sentiment d'appartenir à un groupe pour venir lutter contre cela. Donc c'est à la fois des éléments d'éducation populaire, mais qui sont faits avec des moyens extrêmement faibles. Hein. Je le redis, l'éducation populaire a été complètement cassée, ses moyens cassés, ses moyens de financement cassés, et des expérimentations pour plutôt cibler tous ceux qui vivent bien en tant que consommateurs, mais qui le font sur le dos de leurs voisins du quartier d'à côté. Voilà. Donc, rien de magique. Est-ce qu'on a besoin d'un cadre d'accompagnement ? Pas forcément. On a besoin de financement et d'une stratégie de prévention, une stratégie globale en fait, hein, qui aille de toute la chaîne, qui démarre à la prévention, qui traite des problèmes de santé et qui regarde les consommateurs de drogue comme des malades et pas que comme des consommateurs récréatifs ou des délinquants, et qui aille jusqu'à le travail pour éviter la récidive après le passage en prison. Michel Bonus. Oui, merci. Moi, je ne sais pas en fait à qui je pose la question. Je voudrais juste savoir si vous aviez des données sur quand le système éducatif, vous avez parlé là, quand le système associatif est fort dans un quartier, est-ce qu'on a le sentiment que, et la mobilisation forte aussi, on a le sentiment que le trafic de drogue baisse? Et vous avez aussi parlé d'éducation populaire. Revenu aussi sur le régalien ne se partage pas. Je ne suis pas complètement d'accord parce que sur l'éducation et sur la santé, souvent on le partage. Voilà. Et c'est bien ce que sur l'expérimentation, c'est le sens de ma question aussi, au sein d'une ville ou d'un département, on a vu ce qui se passe au Portugal. Vous l'avez souligné, hein, vous l'avez au début de votre où on sent qu'il y a une baisse très significative du trafic et surtout de la consommation. Est-ce qu'on peut éventuellement l'envisager? Donc mon premier volet, c'est la prévention. Sur la prévention, essentielle, si on met l'accent sur l'éducation, la culture, le sport, est-ce que ça baisse? On a le sentiment que le trafic est moins présent. Et après faire le parallèle avec des pays qui sont en phase de réussir, comme le Portugal, où on sent qu'il y a une vraie baisse et qu'ils sont en dessous de moins 5 fois la consommation dans le continent européen. Donc par rapport à notre pays, c'est quand même révélateur. Voilà, merci. Peut-être dire un mot sur le Portugal. Vas-y Nathalie, pardon. Non, peu importe.
parmi les éléments qui font consensus, on peut le dire comme ça, parce que voilà, on parle au nom de l'association, après chacun peut avoir le cas échéant ses positionnements, mais nous sommes capables de dire ensemble, nous avons la législation la plus répressive d'Europe et pour autant la consommation la plus élevée d'Europe, parce que ça, ce sont des faits. Et c'est évidemment pour ça que nous regardons avec beaucoup d'intérêt le système portugais, quand bien même l'association ne se positionne pas sur les questions de dépénalisation ou de légalisation, et par contre appelle plutôt à la poursuite de débats, et y compris le cas échéant via des conventions citoyennes. Sur la corrélation entre éducation populaire, force des liens sociaux et point de deal, je ne suis pas sûre qu'on dispose de constats scientifiques en la matière. Et ce dont je suis persuadée, en revanche, et de ce dont nous sommes persuadés, c'est que ces politiques doivent être menées en tout état de cause, qu'il y ait ou non point de deal, et qu'elles sont au bénéfice des habitants de toute façon, qui plus est lorsqu'ils subissent des points de deal. C'est-à-dire que on voit bien qu'on est face à des phénomènes qui sont d'une telle ampleur qu'il pourrait y avoir un découragement à mener certaines politiques d'éducation, de prévention, de santé, voire même certaines politiques de police qui ont quelquefois pour effet de déplacer le point de deal, parce qu'on est sur un marché tellement organisé que les droits se reprennent, le cas échéant, à un autre endroit. Et pour autant, tout ce qu'on aura pu faire au bénéfice de la lutte contre l'entrée dans le trafic, et notamment le travail avec les parents, l'occupation positive de l'espace public, l'amélioration du cadre de vie, c'est aucunement invalidé par le fait que, le cas échéant, le point de deal, lui, se soit déplacé. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de mener les deux en parallèle, mais considérant aujourd'hui que le niveau, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de narcotrafic et de narcobanditisme, de cette organisation criminelle est telle qu'on a aussi besoin de moyens qui vont excéder ce qu'on est capable de faire, et de manière indispensable et de plus en plus, sur le champ de la prévention, de la santé, de l'éducation. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Bon, je crois qu'on a épuisé les questions de notre côté. Vous reste-t-il des interventions ou des sujets que vous souhaitiez aborder? C'est bon? Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier très chaleureusement du temps que vous nous avez consacré à cette commission d'enquête. Et puis, on aura l'occasion de revenir vers vous avec notre rapport qu'on rendra début mai. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci à vous, bonne journée.